Et si ce rapport rédigé par l'administration Trump n'était pas juste un document pro-innovation, mais un véritable manifeste politique? Un texte fondateur pensé comme la constitution officieuse d'un dollar sur la blockchain. Ce document, c'est un pavé de plus de 160 pages qui dessine les contours de la stratégie crypto de la première puissance économique mondiale. Qu'on se le dise, c'est un gros morceau et c'est facile de passer à côté. Pourtant, quand on le lit en détail, on comprend que c'est pas juste un simple rapport qui a été posé sur le bureau ovale. Ça va bien plus loin que ça. Il s'agit pas simplement de réconcilier l'État et l'innovation. Il s'agit de redessiner les frontières du pouvoir monétaire, des droits numériques et de la souveraineté américaine. Ce rapport, c'est la réponse des États-Unis à des années de guerre froide réglementaire. Une guerre où la crypto a longtemps été considérée comme un problème à encadrer, voire à étouffer. Aujourd'hui, l'administration Trump fait un pas de géant dans l'autre direction. C'est stratégique, réfléchi, très bien organisé et aussi profondément idéologique, faut pas se leurrer. Ce texte est bien plus qu'un cadre légal, c'est une déclaration d'intention. Et ce qu'il annonce, c'est rien de moins que peut-être l'avènement d'une nouvelle ère pour notre écosystème. Évidemment, je me doute que personne n'a envie de se taper 160 pages dans un anglais tant juridique que financier, alors je l'ai fait pour vous. On a affaire à l'un des rapports les plus importants concernant la direction que veut prendre l'administration Trump quant à notre écosystème. Et justement, dans cette vidéo, on va décortiquer et décrypter ce texte, voir ce qu'il en est et surtout ce qu'il dit vraiment sur l'avenir de notre industrie. Juste avant de continuer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Xelios, une école de trading reconnue par l'État, éligible au CPF et proposant des formations certifiantes. Ce qui rend Xelios unique, c'est qu'elle est dirigée par des traders professionnels qui font partie des meilleurs traders propres firmes de 2024 et 2025. L'école est située à Nice, dans un campus de plus de 500 mètres carrés, offrant un environnement optimal pour l'apprentissage. Leurs formations peuvent être réalisées sous 3 formats différents. En présentiel, dans leurs locaux à Nice à proximité de l'aéroport, en distanciel, où que vous soyez, ou en format hybride avec 1 ou 2 semaines sur place. Dans tous les cas, un suivi personnalisé est assuré tout au long de la formation. Ce qui fait aussi la force de Xelios, c'est l'accompagnement personnalisé. Les formateurs prennent le temps de travailler individuellement avec chaque élève pour s'assurer que vous maîtrisiez des stratégies éprouvées, utilisées depuis des années sur les marchés. Ces stratégies ne sont pas théoriques, elles ont fait leurs preuves, permettant à de nombreux traders de devenir rentables et durables sur les marchés. Si vous cherchez une formation sérieuse avec des formateurs d'expérience et un suivi adapté à vos besoins, Xelios est définitivement l'endroit qu'il vous faut. Je vous mets toutes les infos en description. Bon, revenons à nos moutons. Déjà, ce rapport, il sort pas de nulle part. C'est le produit du fameux Executive Order 14178, signé par Donald Trump le 23 janvier dernier, 5 jours seulement après son retour officiel à la Maison-Blanche. Son titre, Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology. Rien que dans le nom, tout est déjà là. C'est véritablement là que commence l'offensive des États-Unis dans ce que l'on peut englober sous le terme Web3. Il est publié après plusieurs années de tensions entre l'écosystème crypto et les régulateurs américains, notamment sous l'administration Biden. On se souvient de toutes les stratégies informelles menées par les pouvoirs publics pour asphyxier notre industrie. On se souvient aussi du règne de Gary Gensler à la SEC, avec un peu de nostalgie peut-être. Non, je rigole, pas vraiment de nostalgie en vrai, bon débarras. Bref, pour ceux qui étaient là, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, imaginez un écosystème crypto où le credo est simple. Pas de règles claires, mais une répression spectaculaire. C'est ce fameux Executive Order et le rapport qui s'ensuit, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui viennent définitivement enterrer la hache de guerre. Le rapport arrive donc comme une réponse directe à ce qu'il considère comme une ère d'hostilité réglementaire et surtout comme l'abolition de tout ça. Et il ne le cache pas, à la page 6, noir sur blanc, l'élection de Trump est qualifiée de hard fork des USA. Cette phrase, c'est plus qu'une simple métaphore, elle utilise des éléments de langage natifs de la blockchain pour désigner un changement de direction irréversible. Trump veut créer une nouvelle branche de l'histoire des États-Unis et il va se servir de la blockchain, entre autres, pour y arriver. Le document a été rédigé par un groupe de travail fédéral incluant le département du Trésor, la CFTC, le Conseil économique national et même des représentants du Congrès. Il reflète non seulement une volonté d'encadrer nos chers cryptos, mais aussi de les intégrer dans une stratégie nationale plus globale. Vous l'avez compris, dès la première page du rapport, le ton est donné. Il ne s'agit pas simplement de moderniser les règles financières, il s'agit de sanctuariser l'accès à la technologie comme un droit en soi. Un droit fondamental, pratiquement constitutionnel en fait. Le rapport parle explicitement de la nécessité de protéger la self-custody et les transactions pair à pair, non pas comme des fonctionnalités techniques, mais comme des libertés individuelles à garantir par la loi. Le rapport est très clair dans ses directives. Le Congrès devrait adopter une législation affirmant que les particuliers peuvent conserver leurs propres actifs numériques sans intermédiaire financier et effectuer des transactions légales entre pairs à l'aide de ces actifs. En clair, pour l'administration, chaque citoyen américain devrait avoir le droit inaliénable de détenir et d'utiliser ses cryptos sans passer par un intermédiaire. En somme, utiliser vraiment la blockchain. Il faut pas se leurrer là, pour une fois, on a affaire à un document gouvernemental qui a été fait par des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Par exemple, là, on a tout un schéma sur les différences entre un software et un hardware wallet.
Ici, on a une frise chronologique de notre industrie depuis sa naissance. On nous explique même le fonctionnement d'un oracle avec mention de Chainlink. Non mais rendez-vous compte, les mecs savent très bien dans quoi ils mettent les pieds. Tout ce positionnement, il est fort parce qu'il ne parle pas que d'efficacité ou d'innovation, il parle de liberté. Et ce mot n'est pas choisi au hasard, hein. Dans la tradition politique américaine, la liberté financière a toujours été intimement liée à la souveraineté individuelle. Là où la Constitution garantit le droit de porter une arme pour se défendre, ce rapport défend le droit de porter sa clé privée pour protéger sa souveraineté économique. Bon, la comparaison peut paraître un peu extrême, hein, mais elle est implicite dans le langage employé. Ce qui est frappant aussi, c'est la rupture avec l'approche européenne. En Europe, on encadre, on surveille, on exige des KYC pour tout. Ici, le rapport dit l'inverse. La liberté d'utiliser une blockchain publique doit être la règle et la régulation l'exception. S'il y a bien une section du rapport qui ne laisse aucun doute sur les ambitions géopolitiques des États-Unis, c'est celle consacrée aux stablecoins. Et là, on sort complètement du registre pro-innovation pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus froid, stratégique et assumé. Le billet vert ne va pas mourir, il va s'adapter et il va le faire par le code. Alors là, je vais être assez bref, car en gros, le document réaffirme tout ce qui est passé avec le Genius Act. Autrement dit, tous les stablecoins en circulation devront être adossés à des actifs liquides de haute qualité. Les émetteurs devront se soumettre aux standards américains en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de respect des sanctions, etc. Et surtout, le modèle américain devra devenir la norme à l'international. L'objectif est clair, hein, faire des stablecoins une extension programmable du dollar et de son hégémonie. Ce serait un remplaçant agile à Swift, et c'est pleinement assumé, hein. Regardez-moi ce graphe. Le cadre traditionnel vise à être remplacé purement et simplement. En gros, le dollar 3.0, c'est plus seulement une monnaie de réserve, mais une infrastructure technique mondialisée et efficace. On est dans une doctrine purement monétaire et offensive, pensée pour reprendre le contrôle d'un territoire que Tether, Circle et les géants des stablecoins ont déjà largement investi. Ce que ce rapport comprend et que beaucoup de régulateurs ailleurs ont encore du mal à admettre, c'est que la souveraineté monétaire ne se joue plus dans les banques centrales, elle se joue sur la blockchain. Bon, avec ça, parmi les propositions techniques du rapport, il y en a une qui pourrait avoir un impact juridique colossal sur l'ensemble de l'écosystème. C'est la nouvelle classification des tokens. On l'attend depuis des décennies, on va enfin savoir comment sont considérés les cryptos aux yeux des autorités américaines. Le rapport propose une typologie en plusieurs grandes familles, et surtout en prenant en compte les fonctions des tokens. D'abord, on a les security tokens. Là-dessus, on regroupe tout ce qui peut être considéré comme une action d'entreprise tokenisée. Au-delà de ça, on parle de contrats d'investissement et de tests de OWI. Bon, là, c'est vraiment un gros pavé, et les security tokens sont divisés en plusieurs catégories. Mais c'est surtout pour les autres catégories que ça devient intéressant. Parlons des commodity tokens maintenant. C'est ce qu'on appelle des matières premières en français. D'après le rapport, ça concerne justement les tokens qui ne sont pas des securities. Le Bitcoin et l'Ether sont spécifiquement cités, et ils parlent d'autres cryptos sans les nommer. Rien de nouveau sous le soleil ici non plus. Il parle aussi des commercial tokens, à savoir ceux qui donnent accès à des privilèges particuliers. Typiquement, là on parle des NFT, des récompenses dans un jeu sur la blockchain ou d'autres trucs du genre. Bref, des tokens qui n'ont pas vraiment de valeur en eux-mêmes. Et là on arrive à une nouvelle notion qui nous intéresse tout particulièrement, les network tokens. Un network token, c'est un actif dont la fonction principale est de faire fonctionner un protocole décentralisé. Autrement dit, ce n'est pas un titre financier, ni un simple actif spéculatif. C'est une sorte de carburant technique de l'écosystème crypto, comme le sont Bitcoin, l'Ether ou d'autres tokens natifs à des blockchains publiques. Le rapport insiste bien sur la notion de décentralisation et surtout, il dit un truc assez révolutionnaire. Les tokens qui sont suffisamment décentralisés et fonctionnels ne devraient pas être classés comme des securities. Et ça, même si c'était le cas lors de leur émission initiale. En gros, certains tokens pourront passer d'une classification à l'autre en fonction de leur degré de décentralisation. C'est encore un peu flou, hein, ça veut dire quoi suffisamment décentralisé? Les législateurs sont invités à réfléchir sur la question. Autrement dit, existe la logique du once a security, always a security. On abandonne l'obsession de la SEC pour la genèse des projets. Ce qui compte désormais, c'est leur état actuel, leur usage réel, leur gouvernance, leur décentralisation. Surtout, le rapport appelle à mettre en place des seuils objectifs pour mesurer cette décentralisation. Ce n'est plus une appréciation vague ou politique, c'est une tentative de créer un cadre juridique clair basé sur de vraies données objectives. C'est la première fois qu'un document officiel américain va aussi loin. Même les fameuses déclarations de Hinman en 2018 qui avaient affirmé qu'Ethereum n'était pas une securities n'avaient aucune portée légale. Ce que ça implique, c'est énorme. Des projets qui jusqu'ici vivaient dans la crainte d'une requalification brutale peuvent respirer. Ceux qui évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire vers plus de décentralisation, plus de transparence, moins de dépendance aux fondateurs, pourraient espérer une requalification légale avec le temps. On passe d'un droit figé à un droit évolutif. En tout cas, si l'ère Biden a été marquée par une régulation par la peur, l'administration de Trump entend ici un retour au pragmatisme. Un retour du modèle test and learn à l'américaine en somme. Tester d'abord, encadrer ensuite. Le rapport appelle explicitement à la création de Regulatory Sandbox et de Safe Harbor. Alors un Regularity Sandbox, c'est un cadre où des projets peuvent tester leur innovation sous supervision avec des règles assouplies temporairement.
Et un safe harbor, c'est une protection juridique transitoire qui évite les sanctions immédiates tant que certaines conditions sont respectées. Les deux visent à favoriser l'expérimentation sans bloquer l'innovation en donnant un peu d'air au projet sans renoncer ni au contrôle ni à la sécurité des investisseurs. L'innovation doit pouvoir s'exprimer sans craindre une attaque réglementaire immédiate à condition d'être temporaire, transparente et mesurable. Ce modèle est à 1000 lieues de ce qu'incarnait la SEC sous Gensler. Ce n'est pas une excuse de laxisme, c'est une stratégie. Offrir à un projet crypto un délai pour démontrer sa valeur ou sa résilience, sans risquer un procès fédéral, c'est permettre aux meilleures idées d'émerger. Une autre idée phare, c'est de faire de la conformité un standard technique, et non plus une montagne de paperasse. C'est un virage radical, à savoir coder la régulation elle-même. Le document parle de directives AML et de KYC directement inscrites dans les protocoles et intégrées dans les smart contracts. On a déjà l'exemple avec les stablecoins. Les émetteurs disposent d'ores et déjà de mécanismes de gel et de saisie programmables, et ces dispositifs peuvent indéniablement servir la régulation. C'est une innovation redoutable dans un monde où les sanctions économiques deviennent des armes de guerre. Ce n'est plus la banque qui bloque les fonds, c'est le code. Le rapport ne dit pas seulement code is law, il dit carrément code is compliance. On a aussi toute une partie sur la menace quantique, et particulièrement concernant les algorithmes de chiffrement. Alors on va pas revenir sur tout ça, car je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le rapport prend clairement position. Dans les hautes sphères américaines, la menace est prise très au sérieux. Les équations qui sous-tendent Bitcoin, Ethereum et tous les autres sont potentiellement vulnérables aux futures attaques menées par des ordinateurs quantiques. Plutôt que d'ignorer cette réalité, l'anticipation est de mise. Il faut adopter dès maintenant des standards de cryptographie post-quantique, notamment ceux développés par le NIST, l'agence américaine de normalisation. T'as un message double, d'abord technique, il faut sécuriser les infrastructures décentralisées avant qu'elles ne deviennent obsolètes, mais aussi stratégique. Les États-Unis veulent prendre la tête de cette course technologique et imposer leurs standards avant que d'autres ne le fassent. Ce n'est pas qu'une question de sécurité, c'est une question de souveraineté. Celui qui contrôlera les outils post-quantiques contrôlera l'intégrité de cette nouvelle infrastructure mondiale. Bon, la vidéo commence à être assez dense et il y a plein de points que j'ai pas évoqués. Parmi eux, on a la réaffirmation que les bitcoins saisis resteront au trésor en tant que réserve nationale, que la Fed est définitivement écartée de toute création d'un dollar numérique, et aussi que les banques devront servir les entreprises crypto sans discrimination réglementaire. L'idée, c'était un peu de sortir de tout ce qu'on a pu déjà voir dans les médias crypto et d'éviter les redites, de creuser un peu, pour vous, les dessous de l'un des documents les plus importants pour notre industrie. Ce rapport ne se contente pas de dire laissons les cryptos respirer, il ne se contente pas non plus de vouloir encadrer l'innovation, il fait bien plus que ça. Il affirme que les actifs numériques sont devenus un enjeu de souveraineté nationale pour le pays de l'oncle Sam. Il propose même de les élever au rang de droit constitutionnel. Il entend en faire des outils de domination monétaire, d'influence géopolitique et de puissance technique globale. Chaque brique est pensée pour faire de l'écosystème crypto non pas un territoire autonome, mais une extension programmable du modèle américain. Et on peut voir ça d'un mauvais œil, c'est pas exclu. Parce que c'est pas improbable que d'autres puissances s'emparent du sujet dans les prochaines années après tout. Et à ce petit jeu, difficile de savoir qui va gagner. Est-ce que c'est celui qui a le plus de standards, le plus de tokens peut-être? Les règles du jeu sur la blockchain sont très différentes du monde réel, et ça va vraiment être intéressant à observer. Et si vous voulez, vous pouvez le faire avec nous sur notre canal Telegram d'actualité, parce que soyez certains, on va monitorer tout ça de près, et vous transmettre toutes les informations condensées et en direct. Ça fait gagner un temps monstre et évidemment c'est totalement gratuit. Alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, évidemment laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup et ça vous permettra de ne rien louper. Dites-moi en commentaire votre sentiment sur ce rapport et si ces petites analyses de gros pavés bien denses sur notre industrie vous plaisent. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.